Bonjour Pierre, dans les circonstances techniques aujourd'hui un peu spécifiques, je te reçois, merci infiniment Pierre, bienvenue à tout le monde sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, dans une rencontre bien spéciale, dans notre émission Où va ce monde, nous recevons notre cher ami Pierre Conissa, ancien haut fonctionnaire et spécialiste reconnu des questions stratégiques et internationales. Alors que l'humanité traverse une période marquée par les guerres, l'insécurité, les crises sociales, économiques et environnementales, nous allons tenter de comprendre les causes profondes de ce désordre mondial et surtout quelle voie d'espérance reste possible. Pierre, j'aimerais bien commencer avec ton diagnostic du monde actuel. Quand tu regardes la situation internationale aujourd'hui, guerres multiples, montée des populismes, crise écologique et sociale, quel est selon toi le fil conducteur de ce désordre global? Écoute, bon, je te remercie de cette invitation, mais ça, on se connaît depuis suffisamment longtemps, on ne va pas trop passer là-dessus. Ce que je veux te dire, c'est que je publie le mois prochain ou l'année prochaine un bouquin dont l'intitulé est assez simple, c'est Traité de géopolitique pour les vraiment nuls et les hommes politiques. Pourquoi je te dis ça? Parce que une citation que m'aurait envoyé Kant ou Hegel, si tu veux, comme ça, depuis la tombe, qui était « Je me suis gouré, l'histoire n'a pas de sens ». Tu vois pourquoi je dis ça? Parce que depuis le 19e siècle, avec les grandes théories philosophiques, on est convaincu qu'on avait compris qu'il y avait des lois de l'histoire, ça pouvait être le marxisme, ça pouvait être le matérialisme, peu importe. Or, la situation que tu évoques, toi, rapidement, en 2 minutes, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Et c'est bien ça qui est le plus déroutant, quoi. Donc, je ne sais pas où on va, mais on y va. On y va sans pilote. Si tu veux, quand on était dans l'Est-Ouest, on avait au moins l'avantage d'avoir deux matrices qui disaient, de toute façon, c'est moi qui décide. Bon, ils étaient deux, ils se disputaient, mais enfin, grosso modo, ils géraient. Là, aujourd'hui, j'ai calculé l'autre fois que depuis le début du XXe siècle, avec les traités de Versailles, la guerre de 40, la colonisation, etc., on a eu plus de 70 États nouveaux qui sont apparus à la surface de la planète. Tu vois, ça veut dire 70. Ça veut dire un tiers de l'effectif de l'ONU sont des États nouveaux, pour lesquels, effectivement, on peut toujours leur demander ce qu'ils en pensent, mais leur nouveauté, si tu veux, les tient à l'abri de tout ce qui sont nos interprétations qui ont servi. Deuxième remarque, ces États nouveaux se créent un discours, comment dire, historique. Ils se créent une histoire. Et comme souvent ça a été des États occupés, ce message, si tu veux, historique, est souvent un message vengeur. C'est-à-dire, on va se venger de l'occupation dont nous avons été victimes. Tu comprends mon... Oui. Donc, pour répondre à ta question, je te réponds que je ne sais pas. Je ne sais pas où on va. Je n'ai jamais vu de situation aussi complexe que celle-là. Oui. Pierre, certains parlent d'un effondrement du multilatéralisme et d'un retour des logiques impériales. D'autres y voient la faillite d'un modèle économique mondialisé. Où se situe, selon toi, la principale responsabilité de ce chaos? Ben, les deux facteurs que tu as évoqués sont tous les deux importants. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cru que le libéralisme économique allait déboucher sur une espèce de démocratie politique. Rappelle-toi, c'était la thèse de Fukuyama en 90. Hein. Bon. Oui. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un franc succès, d'autant que Fukuyama lui-même a soutenu l'invasion de l'Irak. Donc tu demandes par quel processus intellectuel cet homme qui voyait la démocratie triompher partout va accepter une guerre complètement absurde. Bon. L'autre grand penseur des années 90, tu te souviens, c'était Huntington, qui parlait du clash des civilisations. Bon. On était dans l'époque où l'URSS avait disparu, donc lui, en fait, son axe de réflexion, c'était comment est-ce qu'on peut garder l'hégémonie américaine. Bon. Évidemment, comme tu peux le supposer, il estimait qu'il y avait deux blocs menaçant les pays de la démocratie. Il y avait le bloc arabe et le bloc asiatique. Bon, tu me diras que c'était pas la peine qu'il se creuse beaucoup la tête. Cette fabrication de l'ennemi, elle était dans le système idéologique américain. Donc, tu vois, on est sur des systèmes où, quand on a eu le 11 septembre, tout le monde s'est écroulé d'un seul coup. On n'avait plus rien. On n'avait plus aucune explication du monde. Ben Laden, les Américains le connaissaient, c'était filmé en Mondiovision, etc., etc. Donc on était dans un système
si tu veux, qui avait perdu complètement tous ses repères. Il n'y avait plus de puissance maîtresse. Et cette puissance maîtresse n'a trouvé comme seule solution pour régler son traumatisme, c'est de faire la guerre. Bon. Et la guerre, comme tu le sais, c'est pas particulièrement constructeur. Donc, je suis désolé de te redire à nouveau que je ne suis pas je ne sais où on va. Oui. Mais cette fabrique de guerre, euh, qui alimente cette fabrique? Ce sont les intérêts économiques, les intérêts politiques, idéologiques, raciaux. Qui alimente cette fabrique de guerre? Et tu es parmi les spécialistes qui ont analysé la fabrique de guerre. Écoute, ta question est d'autant plus intéressante que si tu veux, autant quand on était dans l'époque de la guerre froide, on savait qu'on ne pouvait pas négliger une crise à la surface de la planète parce que si tu la négligeais, c'était l'autre qui s'en emparait. Bon. Donc, dans une certaine mesure, il y avait une gestion de la planète. Mais à partir du moment où l'URSS disparaît, qu'il y a 400 crises, qu'il y a 400 crises à la surface de la planète en permanence, que sur ces 400 crises, évidemment, sauf celles qui menacent des intérêts stratégiques évidents, il n'y a pas de raison d'intervenir. Alors, il s'est passé un événement sur lequel on n'a pas réagi tout de suite, mais qui était la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe? Parce que cette guerre, la première guerre post-guerre froide, les Russes s'abstiennent, et donc 35 pays vont réunir leurs forces pour aller libérer la grande démocratie koweïtienne, envahie par Saddam Hussein. Alors Saddam Hussein, quand il combattait l'Iran, c'était le grand modernisateur. Quand il attaque le Koweït, dans les livres d'histoire, c'est devenu le grand dictateur. Donc plusieurs aspects dans cette crise. D'abord, qui c'est qui donne les labels? C'est les Occidentaux qui considèrent que Saddam Hussein était un grand modernisateur et puis quand il attaque le Koweït, c'est un grand dictateur. Deuxième remarque, on annonce la guerre. Même constat avec Ahmed Shara, un ancien de Al-Qaïda, actuellement il devient un modérateur, etc. Oui, absolument, absolument. Oui. Et alors, la guerre du Golfe, elle a d'autres aspects qui sont extrêmement intéressants, c'est que c'est une guerre annoncée. C'est-à-dire, on donne 6 mois à Saddam pour se retirer, donc toutes les télévisions de la planète viennent s'installer en attendant le début du match. Le match, on connaît la date précise du début de la guerre. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, on avait la 5 et CNN et on regardait tous les jours les informations, mais il n'y avait pas d'informations, puisqu'en fait, il ne se passait rien. Et donc, ces chaînes s'habituent à fabriquer de l'information, puisque évidemment, il faut maintenir la clientèle. Donc, tu avais des reportages complètement futiles sur le mec qui s'était perdu dans le désert, le contingent poldoslovaque, enfin, peu importe. Et par contre, au jour J, à la date H, à l'heure H, la guerre commence. Coalition de 35 États, hein, quand même. Et la guerre ne dure que 120 heures, c'est-à-dire 4 jours. Alors, tu te dis, oh, 5 jours. Ça veut dire, on attend là depuis 6 mois pour une guerre de 5 jours, il y a tromperie sur la marchandise, tu vois. Et donc, les Occidentaux, comme tu le sais, donc les pays du Golfe empêchent les Occidentaux de poursuivre Saddam en Irak, et donc on a une géopolitique qui était la même que celle avant la guerre. Mais les Occidentaux sont tellement convaincus que leur puissance militaire est supérieure à la 4e armée du monde, hein, rappelle-toi, Saddam Hussein, c'était la 4e armée du monde, eh bien, ils se disent, mais donc le moyen militaire est un moyen de gérer les crises. Et on va avoir dans toute la décennie 90 une somme d'interventions militaires, toutes plus ou moins justifiées, mais avec l'idée de toute façon que tout le monde devait se coucher devant la puissance de nos forces. Donc, rappelle-toi, quand Sarajevo a assiégé, on envoie des casques bleus français et anglais en pensant que tout le monde va s'arrêter. Tu parles comme ils se sont arrêtés, les Serbes n'avaient aucune intention de s'arrêter. Le plus beau, c'était l'invasion de la Somalie, tu te souviens, puisque Somalie, il y avait un pillage de l'aide internationale. Ah oui, alors là, c'est pas sérieux, il faut absolument faire quelque chose. On a fait un débarquement en 93 où il y avait à peu près tous les pays occidentaux, y compris les Américains, mais les Américains disaient, mais nous, on veut faire ça en grand, donc il nous faut le port de Mogadiscio. Donc, ils vont attaquer le port de Mogadiscio qui est tenu par le général Haïdid. Mais celui-là, c'était un violot de guerre. Il ne les a pas laissés intervenir. Et il y a eu 2 hélicoptères abattus et les Américains ont quitté. Ils sont partis. Ça veut dire qu'ils se disent, mais attendez, ces opérations-là, ça ne va pas si on perd des hommes, quoi. L'opinion américaine ne l'accepte pas. Donc, tu vois, on est complètement dans un système différent. Par contre, alors, dès qu'il y a le 11 septembre, le traumatisme américain est tel, parce qu'il n'y a jamais eu la guerre aux États-Unis, hein, rappelle-toi. Depuis la guerre de sécession, ils n'ont jamais été touchés par un bombardement. Donc le traumatisme du 11 septembre est tel qu'il faut une guerre. Et rappelle-toi que George Bush, en janvier 2002, dans le rapport devant le Congrès, le rapport sur l'état de l'Union, il désigne l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y avait ni Iraniens, ni Irakiens, ni Nord-Coréens dans les avions. Par contre, il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Donc tu vois comment on fabrique l'ennemi? Oui, oui. Les fractures sociales et culturelles
la montée du racisme, du rejet de l'autre, diabolisation de l'autre, ou encore la manipulation de l'information fragilise nos sociétés, sans oublier la propagande aussi. Comment expliquer ce climat de méfiance et de peur et comment y résister aussi, c'est une spécificité française, hein, l'étiquetage. Hein. Je vois en France, il y a le développement de cette culture d'étiquetage, extrême gauche, gauche, extrême droite, complotiste, etc. Même les gens qui disent, hein, soi-disant des démocrates, ils essaient exclure les autres, etc. Je vois par exemple un essayiste qui dirige une institution académique, etc. Il se dit toujours victime de modération, les griffes, etc. Même lui, il exerce aussi l'exclusion vers les autres, l'étiquetage vers les autres. Ça devient un syndrome purement français aussi. Mais comment tu peux nous expliquer ça, Pierre? Écoute, tu évoques beaucoup de sujets à la fois, là, quand même. Hein. Si tu veux, il y a un problème global et puis il y a un problème spécifiquement français. Le problème global, tu l'as compris, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bouleversement complet des données géopolitiques. Je te dis 70 États nouveaux, ça veut dire que, si tu veux, tu as beaucoup de petits conflits qui vont éclater demain entre le Kosovo et la Serbie, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, enfin bref. Donc ça, si tu veux, c'est devenu un monde sans pilotage. Pour une raison assez simple, c'est que il n'y a pas de raison d'intervenir dans des conflits aussi secondaires que cela, mais ça veut dire qu'ils vont se multiplier. Donc ça, c'est le point de vue global. L'autre point de vue que tu évoques, c'est le cas de la France. Le cas de la France, qui la caractérise aujourd'hui, c'est la fragmentation du champ politique. Si tu veux, dans les grandes démocraties, tu as un bipartisme qui, grosso modo, a tenu la route, hein, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. En France, les grandes forces traditionnelles se sont complètement délitées. Le Parti socialiste, tu as vu, il fait 4% aux élections présidentielles. Les républicains, c'est pas beaucoup mieux. Les extrêmes poussent. Et donc, il y a quelque chose dans le champ politique français qui est particulièrement inquiétant, puisque tu vas avoir d'un côté Mélenchon qui est capable de raconter n'importe quoi sur l'islam, donnant une version de l'islam au gauchisme, et puis Marine Le Pen qui voit l'islam comme la menace absolue. Bon. Donc, en plus, par rapport à tout ça, notre champ politique et intellectuel a été complètement bouleversé par la crise à Gaza. C'est-à-dire que après le 7 octobre, quand il y a eu le massacre donc, du Hamas, la réplique de Netanyahou a été d'une brutalité inadmissible. Tu sais, moi, une fois sur une émission de télévision, j'ai dit, mais il y a deux radicalismes face à face, il y a deux extrémismes. Il y a le Hamas, mais il y a aussi Netanyahou qui, depuis longtemps, estime que l'État Et tu as palestinien... été étiqueté et exclu hein, aussi. Pardon? Et depuis, tu as été étiqueté et exclu. Hein, de tous les Oui, plateaux. mais enfin, ça, je m'en fous, tu sais, parce que sur le moment, effectivement, sur le plateau, j'ai dit, mais vous savez, le 7 octobre est un massacre, c'est évident. C'est inadmissible, mais en même temps, ce qui est en train de se passer, à l'époque, on était à 17 000 morts. Gazaoui, tu vois, c'était le début du match. Là, on doit être à 50 000. Donc, quand tu dis ça sur un plateau télé, notamment où tu as des gens qui sont là pour expliquer, faire de la lamentation publique, ils étaient tétanisés parce qu'ils disaient, mais enfin, vous vous rendez compte, etc. Et je leur disais, mais rappelez-vous le début de la guerre d'Algérie. Le début de la guerre d'Algérie, il y a des massacres à Constantine, à Kolo, à Bonn, etc. Et tous les Français ont dit, mais c'est des terroristes, on ne peut pas discuter avec eux, il faut envoyer l'armée. Tu te souviens, il a fallu 8 ans de guerre pour t'apercevoir qu'il y avait une cause politique derrière. Donc là, on est exactement dans la même problématique, mais le point incroyable et positif, c'est qu'il y a une fragmentation complète du soutien à Israël aujourd'hui. Tu as beaucoup de gens, y compris des juifs français, qui disent que fait Netanyahou est inadmissible. C'est-à-dire que là où on avait une espèce de solidarité quasi systématique à l'égard d'Israël, tu as aujourd'hui, au contraire, une prise de position tout à fait, comment dire, tout à fait parcellisée, et avec un soutien assez fort à la cause palestinienne. Alors, là, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que si tu te balades en brandissant un drapeau palestinien, on va te faire accuser de faire l'appui du terrorisme. Avoue quand même que c'est vraiment tiré par les cheveux, parce que si les Gazaouis avaient des avions, ils bombarderaient. Hein. Ce ne serait pas considéré comme du terrorisme. Tu vois un peu le ridicule de la situation. Si tu es une force d'État et que tu bombardes, c'est pas du terrorisme. Mais si par contre, tu n'as pas d'avion et que tu n'as pas de bateau et que tu n'as pas de char et que tu te défends comme tu peux, si tu brandis ton drapeau, c'est que tu es un terroriste. Donc il y a eu toute une perversion du débat stratégique autour du terrorisme.
Tu sais, le terrorisme, c'est une forme d'action, c'est pas un ennemi. Rappelle-toi qu'au début de la création de l'État d'Israël, le groupe Stern était un groupe extrémiste, pro-sioniste, qui va faire l'attentat contre l'hôtel King David, dans lequel il va y avoir 96 morts anglais, pour obliger les Anglais à quitter et donc obtenir la création de l'État d'Israël. Deux des chefs du groupe Stern sont devenus premiers ministres d'Israël. Donc tu te dis, attendez, ça veut dire qu'il y a du bon terrorisme et du mauvais terrorisme. Donc la guerre globale de George Bush est une escroquerie. Mais tout le monde s'est précipité derrière ça, parce que les mois étaient tels. Et donc tu peux difficilement remonter la pente et expliquer encore une fois que le terrorisme est de l'arme du faible au fort. Voilà. Donc, tu sais, quand une bombe est lancée à 3000 mètres, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un terroriste. Donc ça, je pourrais appeler ça du terrorisme. Et devant tout ça, est-ce que tu as un peu d'optimisme, Pierre, surtout avec des voix qui s'élèvent, des initiatives locales et citoyennes émergent? Écoute, d'abord, prenons le problème musulman en France, parce que là aussi, si tu veux, l'effet médiatique est toujours très important. La France est le pays qui a la plus grosse communauté juive, arménienne, musulmane, chinoise, vietnamienne, africaine, etc. Il n'y a de séparatisme que musulmans. Ça, c'est une question importante. Ça veut dire que tu te demandes pourquoi les autres, apparemment, ils ont trouvé leur place. En tout cas, ils n'ont pas d'expression séparatiste. Deuxième remarque, dans la communauté musulmane, on est dans une situation difficile parce que quand il y a un attentat, enfin, tu as comme moi autour de toi des gens qui sont des Français de culture musulmane, qui sont médecins, avocats, experts universitaires, etc., et qui sont des Français moyens. Bon. Mais simplement, quand il y a un attentat, on se tourne vers eux en leur disant, mais attendez, vous êtes musulmans, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire qu'on les renvoie à leur situation de Français musulmans. Et quand les types disent, mais attendez, moi je suis Français, pourquoi vous m'interpellez moi? Tu vois cette ambiguïté qui fait que on a un discours qui est assez mal pensé, si tu veux, vis-à-vis du terrorisme. Et encore une fois, si tu qualifies le terrorisme, obligatoirement, tu t'enfermes dans cette problématique. Donc, au-dessus de tout ça, effectivement, le développement des réseaux sociaux facilite, si tu veux, les fake news. C'est-à-dire, tu vas avoir effectivement aujourd'hui ce que tu n'as plus dans les journaux ou chez les professionnels, de vérification de l'information. Et donc, tu vas avoir tout à coup une diffusion, parce qu'il y a des influenceurs, tu sais, qui sont capables, qui ont 100 000 ou 150 000 followers, et qui d'un seul coup vont décider que si, que ça. Alors, quand c'est des followers sur la mode, moi, ça ne me gêne pas, mais quand ils ont des prétentions politiques, ça peut avoir un effet inflammatoire très, très fort quand même, hein. Donc tout ça, c'est un nouveau paysage pour lequel, tu le vois bien, avec l'entrée de Shein et avec l'entrée de TikTok, il y a de nouveaux acteurs que les États nationaux ont beaucoup de mal à contrôler. Donc je ne sais pas où on va. Je reviens toujours sur mon truc, il faut qu'on se revoie dans 6 mois. Merci infiniment, Pierre. Ça a été un grand plaisir de te recevoir. J'espère te recevoir prochainement pour présenter le bouquin. Et sera sur quel titre? C'est aux éditions de l'Aube. Oui. Il y en a un autre sur lequel je travaille, qui est celui-là, le bouquin sur la géopolitique pour les nuls est vraiment nul, il sortira l'année prochaine. Là, je suis en train de travailler sur un nouveau bouquin sur la géopolitique mémorielle. Tu sais, la géopolitique mémorielle, c'est mes ancêtres habitaient là il y a 2500 ans, donc prenez vos affaires et partez. Tu vois à quoi je pense? Oui. Bon, donc ça, c'est un sujet extraordinairement important, surtout avec ces 70 États nouveaux qui ont hérité de frontières qui avaient été tracées par d'autres. Et tu as la multiplication de ce genre de discours en disant, mais non, ce morceau-là, mes ancêtres y sont nés et donc c'est à moi. Voilà. Merci infiniment, Pierre. Bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, salut, Danjaline.